Mon père a levé son verre et a dit, « Certains enfants vous rendent fiers. D'autres ne font que prendre de la place. » Tout le monde a ri. J'ai souri et j'ai dit, « Ça tombe bien, je viens de trouver mon propre appartement à des milliers de kilomètres. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez plus jamais à me consacrer la moindre pensée. » Les mots sont sortis de ma bouche avant que j'aie pu les retenir, avec une fluidité déconcertante, malgré mon cœur qui battait la chamade contre mes côtes. 23 ans à avaler des commentaires de ce genre, et j'avais finalement atteint ma limite, au dîner de répétition de mon frère, de tous les endroits possibles. Le sourire de mon père a vacillé une seconde à peine avant qu'il ne se reprenne, levant plus haut sa flûte de champagne. Voilà son sens de l'humour, a-t-il dit, et la salle a éclaté d'un rire nerveux. Ma mère m'a lancé un regard qui aurait pu geler de la lave. Mon frère, Kevin, s'est éclairci la gorge et a suggéré que nous passions au toast. Je me suis rassise, le visage en feu, et j'ai fini mon saumon pendant que mon père continuait son discours sur les accomplissements de Kevin. Diplômé de Stanford, un salaire à 6 chiffres à 26 ans, fiancé à Madison, dont la famille possédait la moitié de l'immobilier commercial du Connecticut. Le fils parfait ne suffisait même pas à le décrire. Personne n'a posé de questions sur mon travail. Personne n'a mentionné que je venais de signer un contrat avec une start-up technologique à Seattle qui me paierait plus que ce que mon père gagnait. La lettre d'offre était pliée dans mon sac à main. Elle était arrivée 3 jours plus tôt, et je n'en avais encore parlé à personne parce que j'avais voulu attendre après le mariage de Kevin. J'avais voulu être prévenante. Assise là, à écouter mon père parler sans fin des vertus et de la détermination de Kevin, j'ai réalisé que la prévenance avait toujours été à sens unique dans cette famille. Le dîner s'est terminé vers 22 heures. J'ai serré Kevin dans mes bras et lui ai dit que j'étais heureuse pour lui, ce qui était vrai. Madison était adorable, et mon frère n'avait jamais été méchant avec moi, juste absent. Absorbé par le fait d'être tout ce que nos parents voulaient, il n'avait jamais eu beaucoup de temps pour remarquer mon existence, au-delà d'un texto d'anniversaire occasionnel. Je suis rentré à mon hôtel en voiture, pensant à Seattle, pensant aux montagnes, à l'eau et au café que j'avais exploré pendant mon voyage pour l'entretien, pensant à l'appartement pour lequel j'avais déjà versé un acompte, un studio à Capitol Hill avec des briques apparentes et des fenêtres donnant sur la ville. Des milliers de kilomètres me semblaient être une autre planète. Cela ressemblait à la liberté. Le mariage était magnifique, je dois leur accorder cela. Madison semblait sortie d'un conte de fées, et Kevin ne pouvait s'empêcher de sourire. Je me tenais avec les autres invités et les regardais échanger leurs vœux, et je me sentais sincèrement heureuse pour eux deux. C'est à la réception que les choses sont devenues intéressantes. Mon père avait apparemment décidé que le commentaire du dîner de répétition était un hasard, car il m'a acculé près du bar pendant le cocktail. « Ta mère me dit que tu déménages », a-t-il dit en faisant tourner son scotch. « Seattle », ai-je confirmé. « Je pars dans 2 semaines. »« Seattle ?» Il l'a dit comme si j'avais annoncé mon intention de rejoindre une secte. « Qu'y a-t-il à Seattle ?»« Un travail et un appartement. Un nouveau départ. » Il a reniflé. « Tu sais, Elisabeth, tu as toujours été impulsive. T'enfuir ne résoudra pas tes problèmes. J'avais travaillé dans la même agence de marketing pendant 2 ans. J'avais économisé de l'argent, remboursé mes prêts étudiants, et planifié ce déménagement pendant 6 mois. Mais bien sûr, impulsive. Je ne fuis rien du tout, ai-je dit prudemment. Je cours vers quelque chose de mieux. Si tu le dis, il a vidé son verre. Ne viens pas pleurer chez nous quand ça ne marchera pas. Tu as fait ton choix. Il s'est éloigné avant que je puisse répondre, me laissant là, mon propre verre serré si fort que j'ai cru qu'il pourrait se briser. Le dîner était un repas de 4 plats, avec des discours entre chacun. Le témoin de Kevin a raconté des histoires de leur époque à la fraternité. La demoiselle d'honneur de Madison a versé des larmes de joie. Ma mère s'est levée et a parlé de la joie de voir son fils trouver sa partenaire idéale. Puis mon père s'est levé. J'ai eu la chance d'avoir 2 enfants, a-t-il commencé, et mon estomac s'est noué. Ils m'ont tant appris sur la vie, sur le succès, sur ce que signifie être un parent. C'était reparti. Kevin a toujours rendu les choses faciles. Depuis le jour de sa naissance, il a été déterminé, concentré, ambitieux. Il savait ce qu'il voulait et il l'a poursuivi. Je n'ai jamais eu à m'inquiéter pour Kevin. Il a fait une pause pour les faits, tandis que la salle murmurait son approbation. Elisabeth, d'un autre côté, il a souri, et ce sourire n'atteignait pas ses yeux,
Elisabeth m'a appris la patience. Elle m'a appris que tous les enfants ne suivent pas le même chemin, et que ce n'est pas grave. Certains enfants sont des leaders. D'autres, eh bien, ils sont encore en train de se chercher. La salle a ri. Pas tout le monde, mais assez. Assez pour que mon visage devienne brûlant et que ma vision se brouille sur les bords. Je suis sûr que Seattle te fera du bien, ma chérie, a-t-il continué, en me regardant droit dans les yeux. Parfois, les gens ont besoin de partir seuls et d'apprendre certaines leçons à la dure. Nous serons là quand tu seras prête à rentrer à la maison. Il a levé son verre à Kevin et Madison, et à l'avenir. Tout le monde a bu. J'ai posé mon verre avec précaution et je me suis levé. Pourrais-je dire quelque chose? Ma voix est sortie plus assurée que je ne l'aurais cru. Mon père a semblé surpris, mais a fait un geste magnanime. Bien sûr. Je me suis avancé vers l'avant de la salle. Mes mains tremblaient, alors je les ai jointes. Je veux remercier Kevin et Madison de m'avoir incluse aujourd'hui, ai-je commencé. Vous voir tous les deux ensemble a été vraiment spécial. On peut voir à quel point vous vous aimez, à quel point vous soutenez les rêves l'un de l'autre. J'ai regardé mon frère, qui souriait pour m'encourager. Le soutien est important, ai-je continué. Croire en quelqu'un, célébrer ses victoires, être fier de ses accomplissements. Ces choses comptent. Mon père s'est agité sur sa chaise. J'ai passé de nombreuses années dans cette famille à me demander pourquoi je ne semblais jamais être à la hauteur. Pourquoi mon diplôme n'était pas assez impressionnant, pourquoi mon travail n'était pas assez prestigieux, pourquoi mes choix n'étaient pas assez valables. Je n'arrêtais pas de penser que si je travaillais plus dur, si j'accomplissais plus, si je faisais mes preuves, les choses finiraient par changer. La salle était devenue très silencieuse. Mais en étant ici aujourd'hui, après avoir entendu le toast de mon père, je comprends enfin quelque chose. Il ne s'agissait jamais de ce que j'accomplissais. Il s'agissait de qui je suis. Et certaines personnes ne verront jamais au-delà de leurs propres préjugés et déceptions pour reconnaître la personne qui se tient devant eux. Ma mère s'est à moitié levée. Elisabeth, ce n'est pas le moment. Tu as raison, ai-je dit. C'est le jour de Kevin, c'est pourquoi je vais faire vite. J'ai sorti un papier plié de ma pochette et je l'ai brandi. Ceci est ma lettre d'offre de Cascade Technologies. Je vais être leur nouvelle directrice principale du marketing numérique. Mon salaire de départ est de 175 000 €, plus des stocks options et une prime à la signature. J'ai 23 ans. Le visage de mon père était devenu blême. Je n'en ai parlé à personne parce que je voulais attendre après le mariage. Je ne voulais pas détourner l'attention du grand jour de Kevin, mais puisqu'on utilise apparemment cette réception pour évaluer les choix de vie de chacun, j'ai pensé que vous devriez le savoir. J'ai replié la lettre et l'ai remise dans ma pochette. Papa, tu as passé toute ma vie à me faire sentir petite. À me donner l'impression que je ne suis pas assez bien, que je suis la déception, que je suis l'enfant avec lequel tu t'es retrouvé au lieu de celui que tu voulais. Tu l'as fait lors des dîners, des vacances, des remises de diplômes, et maintenant au mariage de mon frère. Ma voix s'est brisée, mais j'ai continué. J'en ai fini. J'en ai fini d'essayer de gagner ton approbation. J'en ai fini de me faire toute petite pour que tu te sentes plus grand. J'en ai fini d'être la chute de tes blagues sur l'ambition et le succès. J'ai regardé ma mère, qui avait des larmes coulant sur son visage. Maman, tu as permis cela pendant des années. Chaque fois qu'il s'en prend à moi, tu restes silencieuse. Ou tu me dis que je suis trop sensible. Tu l'as choisi lui plutôt que moi à chaque fois, et j'en ai fini avec ça aussi. Kevin s'est levé. Elisabeth, je suis heureuse pour toi, lui ai-je dit, et je le pensais. Vraiment. Madison est merveilleuse. J'espère que vous aurez une vie incroyable ensemble. J'ai de nouveau regardé mon père. Tu as dit que tu serais là quand je serais prête à rentrer à la maison. Mais voilà le problème. Le Connecticut a cessé d'être ma maison le jour où j'ai accepté ce travail à Seattle. Une maison est censée être l'endroit où les gens vous aiment, vous soutiennent, croient en vous. Une maison n'est pas un endroit où votre propre père utilise le mariage de votre frère pour vous humilier devant 75 personnes. J'ai attrapé mon sac à main. J'enverrai une adresse de réexpédition pour tout courrier. Ne l'utilisez pour rien d'autre. Je suis sorti. Je suis simplement sorti de cette salle de réception, la tête haute et le cœur battant à tout rompre. Derrière moi, je pouvais entendre le chaos éclater, les voix qui s'élevaient, ma mère qui pleurait,
Kevin qui essayait de calmer tout le monde. Le voiturier a semblé confus quand je lui ai tendu mon ticket avec des mains tremblantes. « Vous partez tôt, mademoiselle ?» a-t-il demandé, remarquant probablement que je portais toujours ma robe de demoiselle d'honneur et que la réception venait à peine de commencer. « Urgence familiale », ai-je menti. Bien que, d'une certaine manière, c'était vrai. L'urgence, c'était que je reconnaissais enfin que je méritais mieux. J'ai atteint ma voiture avant de commencer à trembler. Le trajet jusqu'à l'hôtel était flou. J'ai fait ma valise entre des larmes de rage, de douleur et de soulagement, tout mélangé, j'ai changé mon vol pour partir à la première heure le matin au lieu du lundi, et j'ai envoyé un texto à Kevin pour m'excuser de la scène, mais pas de ce que j'avais dit. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que j'ai fini de fermer ma valise. Texto après texto, illuminant l'écran. Je l'ai attrapé, prête à le mettre en silencieux, mais je me suis arrêté quand j'ai vu qu'ils ne venaient pas tous de mes parents. Ma tante Linda, Elisabeth, que s'est-il passé? Ta mère est hystérique. Ma cousine Jessica, OMG. Est-ce que ça va? Tout le monde parle du mariage. La sœur de Madison, Claire, il fallait du courage. Je voulais juste que tu saches que tout le monde ici ne pensait pas que tu avais tort. Ce dernier message a fait couler de nouvelles larmes sur mes joues. J'avais été si certaine que tout le monde dans cette salle me voyait comme la méchante, la fille dramatique qui ne pouvait pas se contrôler au mariage de son propre frère. Savoir qu'au moins une personne comprenait signifiait plus que je ne pouvais l'exprimer. J'ai commencé à taper des réponses, puis je me suis arrêté, j'ai tout effacé. Que étais-je censé dire? Comment pouvais-je expliquer 2 décennies de douleur accumulées à des gens qui n'avaient été témoins que de l'explosion finale? À la place, j'ai commandé un service en chambre à hamburger et des frites que j'ai à peine touchées et j'ai pris la plus longue douche de ma vie. L'eau chaude ne pouvait pas effacer les résidus de cette réception, mais elle a aidé. Debout là, la vapeur remplissant la salle de bain, je me suis laissé pleurer pour de bon. Pas les larmes de colère d'avant, mais quelque chose de plus profond, un deuil, peut-être, pour la famille que j'avais voulu, mais que je n'avais jamais eue. Quand je suis finalement sorti, enveloppé dans le peignoir moelleux de l'hôtel, mon téléphone était redevenu heureusement silencieux. 23h30, la réception devait être en train de se terminer. Kevin et Madison feraient leurs adieux, se dirigeant vers leur suite d'hôtel pour leur nuit de noces, et tout le monde serait en train de jacasser à mon sujet. Qu'ils parlent. J'avais passé toute ma vie à essayer de contrôler ce que les gens pensaient, à essayer d'être petite, acceptable et facile à vivre. Regardez où ça m'avait mené. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai ouvert mes emails. L'offre d'emploi de Cascade Technologies était dans ma boîte de réception, déjà acceptée. Mais d'une manière ou d'une autre, j'avais besoin de la relire. J'avais besoin de me rappeler que c'était réel, que j'avais de la valeur, que quelque part dans le monde, des gens voyaient mon potentiel au lieu de mes défauts. Ma responsable s'appelait Jennifer Chen, et nous nous étions immédiatement entendus pendant le processus d'entretien. Elle avait 42 ans, était brillante, et avait bâti le département marketing à partir de rien. Lors de notre dernier entretien, elle avait dit quelque chose qui m'avait marqué: je ne suis pas intéressé par l'embauche de personnes qui pensent dans des cases. Je veux des gens qui se demandent si nous avons besoin de cases tout court. Je me suis senti comprise d'une manière que je n'avais jamais connue à mon poste actuel, où chaque suggestion créative était édulcorée par des comités et la politique d'entreprise. Jennifer avait exposé des projets qui faisaient pétiller mon cerveau de possibilités, lancement de technologies grand public, partenariat avec des organisations environnementales, des campagnes qui signifiaient réellement quelque chose au-delà de la simple vente de produits. Seattle avait été un rêve auparavant. Après ce soir, cela ressemblait au salut. J'ai affiché l'annonce de mon appartement et j'ai de nouveau fait défiler les photos. Parquet, ces grandes fenêtres, une cuisine qui avait réellement un plan de travail. L'immeuble avait un toit-terrasse d'où l'on pouvait voir à la fois la Space Needle et le Mont Rainier par temps clair. L'agent immobilier m'avait dit que le quartier était plein d'artistes et de travailleurs de la tech, des cafés à chaque coin de rue, des marchés de producteurs hebdomadaires. Mon appartement actuel à Hartford était une boîte stérile dans un complexe plein de jeunes professionnels qui se saluaient à peine dans les couloirs. J'y avais vécu pendant 2 ans et ne pouvais nommer un seul voisin. L'idée de quitter le Connecticut m'avait semblé effrayante avant ce soir. Maintenant, cela semblait être le choix évident, le seul choix. Mon téléphone a vibré. Kevin, je suis tellement désolé. Est-ce que ça va? J'ai fixé le message un long moment avant de répondre, ça va. Je suis désolé d'avoir fait ça à ton mariage.
Les 3 points sont apparus immédiatement. Ne sois pas désolé. Madison et moi sommes de ton côté. Papa a complètement dépassé les bornes. Quelque chose s'est détendu dans ma poitrine. C'est grave à quel point, ai-je demandé. Maman est partie en pleurant. Papa boit beaucoup et dit à qui veut l'entendre que tu es une ingrate. Les parents de Madison sont mal à l'aise. Sa grand-mère a dit à papa qu'il devrait avoir honte de lui-même, ce qui était génial. La moitié des invités ne savait pas quoi faire, et l'autre moitié fait comme si rien ne s'était passé. J'ai gâché votre mariage. Non, tu t'es défendu à mon mariage. Il y a une différence. Madison et moi sommes en fait assez admiratifs de toi en ce moment. Je n'ai jamais vu personne tenir tête à papa comme ça. Quelqu'un aurait dû le faire il y a des années. Oui, quelqu'un aurait dû. Nous avons échangé des messages pendant encore 20 minutes. Il m'a dit que Madison avait pleuré pendant la découpe du gâteau, mais pas à cause du drame, parce qu'elle était submergée partout. Il m'a dit que son témoin s'était trop saoulé et avait essayé de faire un salto arrière sur la piste de danse. Un chaos de mariage normal qui n'avait rien à voir avec moi. Dors un peu, a-t-il finalement écrit. Envoie-moi un message quand tu atterriras demain. Et Elisabeth, je suis vraiment fier de toi. Pas pour la scène, mais pour avoir enfin pensé à toi en premier. Je me suis endormi en serrant mon téléphone, émotionnellement épuisé, mais d'une manière ou d'une autre, plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Le matin est arrivé trop tôt. Je me suis traîné hors du lit à 5 heures du matin, j'ai fini de faire mes valises et j'ai quitté l'hôtel avant 6 heures. L'aéroport était calme, juste une poignée de voyageurs matinaux et des agents de la TSA fatigués. J'ai pris un café et un bagel qui avaient le goût de carton, puis j'ai trouvé ma porte d'embarquement. Assise là, à attendre l'embarquement, j'ai sorti mon téléphone et j'ai débloqué les numéros de mes parents juste assez longtemps pour vérifier mes messages. 17 textos de ma mère, allant de la colère à la manipulation en passant par la dévastation. 5 de mon père, tous froids et cinglants. Le dernier de sa part, tu as fait ton choix. Ne reviens pas en courant quand la réalité te frappera et que tu réaliseras tout ce que tu as jeté. Je les ai de nouveau bloqués et j'ai supprimé les messages. Puis je suis allé dans mes photos et j'ai commencé à supprimer des images, mon père à ma remise de diplôme universitaire, son sourire crispé et superficiel, ma mère à mon dîner de 21e anniversaire, où elle avait passé tout son temps à parler de la promotion de Kevin, des photos de famille où je me tenais légèrement à l'écart, légèrement hors du cadre, légèrement moins importantes. Je ne les ai pas toutes supprimées. J'ai gardé celles avec juste Kevin et une poignée de l'enfance, avant que j'ai compris que j'étais l'enfant de rechange, celui qu'il n'avait pas vraiment voulu. Mais le reste est allé dans un dossier que j'ai intitulé Avant et que j'ai archivé au plus profond de mon téléphone, là où je ne tomberai pas dessus. L'embarquement a commencé. Je m'étais offert la première classe en cadeau, et je me suis enfoncé dans le large siège en cuir avec soulagement. L'hôtesse de l'air m'a offert du champagne. Je l'ai accepté, même s'il était à peine 7 heures du matin. Vous célébrez quelque chose, a-t-elle demandé avec un sourire chaleureux. Un nouveau départ, ai-je dit. Le meilleur genre de célébration, a-t-elle répondu. Elle avait raison. Alors que l'avion décollait et que Hartford disparaissait sous les nuages, j'ai senti quelque chose changer en moi. La peur, oui, mais aussi l'anticipation, l'excitation, le genre de papillon dans le ventre qu'on a avant quelque chose de merveilleux au lieu de quelque chose de terrible. J'avais passé si longtemps à avoir peur, peur de décevoir mes parents, peur de ne pas être assez, peur d'être trop. La peur avait gouverné chaque décision, chaque relation, chaque version de moi-même que je présentais au monde. En volant vers Seattle, j'ai décidé que j'en avais fini d'avoir peur. La femme à côté de moi a entamé la conversation quelque part au-dessus de l'Ohio. Elle s'appelait Patricia. Elle avait probablement 60 ans et déménageait à Seattle pour se rapprocher de sa fille et de ses petits-enfants. « Qu'est-ce qui vous amène là-bas » a-t-elle demandé après que nous ayons épuisé les banalités sur la météo et la nourriture d'avion. Nouveau travail, nouvelle vie. Je fuis quelque chose ou je cours vers quelque chose. J'ai envisagé de mentir, de lui donner la version édulcorée. Mais quelque chose dans ses yeux bienveillants et le fait que je ne la reverrai jamais m'a rendu honnête. Les deux, ai-je admis. Ma famille et moi nous sommes disputés hier soir, en fait, au mariage de mon frère. Oh, ma chérie. Elle m'a tapoté la main. La famille peut être la chose la plus difficile au monde. Tout le monde n'arrête pas de me dire que je devrais leur pardonner, que la famille c'est la famille, et qu'il faut surmonter les épreuves.
Mais que faire s'ils ne sont pas prêts à surmonter quoi que ce soit? Et s'ils veulent juste que j'accepte d'être maltraité? Patricia est restée silencieuse un moment, regardant par le hublot les nuages en contrebas. J'ai coupé les ponts avec mon père quand j'avais 30 ans, a-t-elle finalement dit. Il était alcoolique, méchant quand il buvait, et il refusait de se faire aider. Ma mère n'arrêtait pas de lui trouver des excuses. Tout le monde dans notre église me disait d'honorer mon père, d'être patiente, de prier plus fort. Qu'avez-vous fait? Je suis parti, j'ai déménagé à 3 états de là, et je ne lui ai pas parlé pendant 15 ans. Et vous savez quoi? La meilleure décision que j'ai jamais prise. J'ai rencontré mon mari, j'ai eu mes enfants, j'ai construit une vie sans ce poids constant de sa déception et de sa colère. Vous vous êtes déjà réconciliés? Il est finalement devenu sobre. Il m'a appelé et s'est excusé, vraiment excusé pour tout. Nous avons eu une relation décente les dernières années avant sa mort. Mais si j'étais resté, si j'avais continué à subir ses abus, en espérant qu'il changerait, j'aurais été misérable, et il n'aurait probablement jamais touché le fond et obtenu de l'aide. Elle m'a serré la main. Parfois, s'aimer soi-même signifie partir. Et s'il décide un jour de faire le travail pour s'améliorer, la porte n'a pas besoin d'être verrouillée pour toujours. Mais se protéger n'est pas égoïste. C'est nécessaire. Nous avons parlé pendant le reste du vol. Elle m'a parlé de sa fille qui enseignait en primaire, de ses petits-enfants qui avaient 8 et 5 ans, de son défunt mari qui était charpentier et qui avait construit toute leur maison de ses propres mains. Je lui ai parlé de Cascade Technologies, de mon nouvel appartement, et des sentiers de randonnée que je voulais explorer. Quand nous avons atterri à Seattle, elle m'a serré dans ses bras à la livraison des bagages. Tout ira très bien pour vous, a-t-elle dit fermement. Mieux que bien. Vous serez merveilleuse. J'ai pleuré dans les toilettes de l'aéroport après son départ, mais c'était de bonnes larmes. Le trajet en taxi jusqu'à mon appartement a duré 40 minutes dans le trafic matinal. Seattle s'étendait autour de moi, grise et pluvieuse, et absolument parfaite. La conductrice était une femme nommée Anne-Lee, qui avait déménagé ici de Mainbay il y a 5 ans et ne pouvait s'empêcher de parler de son amour pour la ville. Tout le monde est si gentil, a-t-elle dit avec enthousiasme. Et il se passe toujours quelque chose. Musique, art, festival gastronomique. Vous allez adorer ici. J'adorais déjà. Rien que l'énergie de la ville semblait différente de l'ambiance guindée et corporative de Hartford. Les gens sur les trottoirs portaient des chemises à carreaux et des jeans, transportaient des tasses à café réutilisables, promenaient des chiens et poussaient des poussettes, et semblaient sincèrement heureux d'être en vie. Mon immeuble était à Capitol Hill, un quartier qu'Angeli m'a informé être très branché, très cool. La façade en briques avait du caractère, et le hall avait un charme réel au lieu d'une fadeur corporative stérile. Le portier, Michael, selon son badge, m'a aidé avec mes valises et m'a félicité pour mon déménagement. Vous êtes au 4C, n'est-ce pas? L'unité de coin. Superbe luminosité là-dedans. L'ancienne locataire était photographe, et elle adorait ses fenêtres. L'appartement était encore mieux que sur les photos. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers ses fenêtres promises, mettant en valeur les briques apparentes et le parquet brillant. Vide de meubles, il résonnait quand je marchais, mais je pouvais déjà imaginer comment je voulais qu'il soit. Mon canapé ici, une bibliothèque là, des plantes sur les rebords des fenêtres. Je me suis tenu dans le salon et j'ai lentement tourné sur moi-même, m'imprégnant de tout. Le mien. Tout à moi. Personne ne pouvait entrer ici et faire un commentaire blessant. Personne ne pouvait utiliser cet espace pour me faire sentir petite. La chambre avait un dressing plus grand que toute ma salle de bain à Hartford. La cuisine avait été récemment rénovée avec des comptoirs en quartz et des appareils en acier inoxydable. La salle de bain avait une de ces douches à effet pluie et une baignoire assez profonde pour s'y prélasser. Je me suis assise au milieu du sol vide du salon et j'ai appelé ma meilleure amie, Jasmine, qui avait été ma colocataire en première année d'université et était restée ma plus proche confidente même après son déménagement à Denver. Comment s'est passé le mariage, a-t-elle répondu, clairement au milieu de quelque chose car je pouvais entendre la circulation et des gens parler. Je suis parti. Le bruit de fond s'est arrêté. Attends, laisse-moi trouver un endroit calme. 30 secondes plus tard. Ok, je suis dans ma voiture. Raconte-moi tout. Je lui ai tout raconté, le commentaire du dîner de répétition, le toast de mon père à la réception, mon discours, la sortie dramatique. Elle a écouté sans m'interrompre,
ce qui était l'une des choses que j'aimais le plus chez elle. Nom de Dieu, a-t-elle finalement dit quand j'ai eu fini. Elisabeth, je suis si fier de toi. Tout le monde pense que je suis une reine du drame. On s'en fiche. Tu as enfin tenu tête à ton père au lieu d'encaisser ses conneries. Ce n'est pas du drame. C'est du respect de soi. Comment te sens-tu? Terrifié, soulagé, libre. Tout ça à la fois. C'est normal. Tu viens de faire exploser toute ta dynamique familiale. Ce serait bizarre si tu n'avais pas peur. Nous avons parlé pendant encore 1 heure. Elle m'a raconté sa semaine, un projet au travail qui la rendait folle, le gars qu'elle voyait et qui s'est avéré être exactement aussi ennuyeux qu'il le paraissait au premier rendez-vous. Une conversation normale de meilleure amie qui a rendu Seattle moins solitaire. Quand commences-tu le nouveau travail, a-t-elle demandé. Dans 2 semaines. J'utilise ce temps pour m'installer et explorer la ville. Bien. Tu as besoin de temps pour décompresser après tout ça. Offre-toi des dîners chics. Va dans des musées. Fais la touriste dans ta propre ville. Tu l'as bien mérité. Après avoir raccroché, j'ai commandé un matelas pneumatique et quelques fournitures de base sur Amazon en livraison express, puis je suis sorti explorer mon quartier. Capitole, il était tout ce que j'avais espéré. Des friperies à côté de marchés bio, à côté de disquaires, à côté de restaurants thaïlandais. Tout le monde avait l'air intéressant. Des tatouages, des piercings et une créativité portée comme une armure contre l'ordinaire. J'ai trouvé un café appelé Victrola et j'ai commandé un latte à une barista aux cheveux violets qui a complimenté ma robe. Je me suis assise à la fenêtre, j'ai regardé les gens passer, et pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai eu l'impression que je pourrais vraiment avoir ma place quelque part. Mon téléphone a vibré. Madison, Kevin m'a donné ton numéro. J'espère que ça ne te dérange pas. Je voulais prendre de tes nouvelles et te dire merci. Me remercier pourquoi? J'ai fait une scène à votre mariage. Tu as tenu tête à quelqu'un qui te harcelait devant tout le monde, y compris moi, et ça m'a fait réfléchir à certaines choses dans ma propre famille que j'évitais d'affronter. Nous avons échangé des messages. Elle m'a dit que ses parents avaient en fait été impressionnés par mon cran, que sa grand-mère avait pris Kevin à part et lui avait dit que son père devrait avoir honte. Elle m'a dit que le mariage était magnifique et parfait, et que le drame avait en fait donné à tout le monde quelque chose à dire en plus des banalités habituelles de mariage. Viens nous rendre visite, a-t-elle écrit. Une fois que nous serons de retour de la lune de miel. Je veux voir Seattle, et je veux passer du temps avec la personne dont Kevin parle depuis des années, et que je n'ai jamais vraiment eu l'occasion de connaître. Il a toujours parlé de moi, ai-je demandé. Il se sent coupable, je pense, de ne pas avoir remarqué plus tôt à quel point vos parents vous traitaient différemment. Il est en train de digérer beaucoup de choses en ce moment. Cette nuit-là, dormant sur un matelas pneumatique dans un appartement vide à des milliers de kilomètres de tout ce que j'avais jamais connu, je me suis senti plus en paix que je ne l'avais été depuis des années. Il m'a répondu 1 heure plus tard, Madison et moi comprenons. Appelle-moi quand tu seras installé à Seattle. Je suis désolé que ça soit allé si loin. Cela m'a fait pleurer encore plus fort. Toutes ces années, et il a fallu que je m'effondre publiquement à son mariage pour qu'il reconnaisse que les choses allaient mal. Mon téléphone a sonné à minuit. Ma mère. Je l'ai fixé pendant 3 sonneries avant de répondre. Comment oses-tu, a-t-elle sifflé. Comment oses-tu gâcher le mariage de ton frère? Comment oses-tu humilier ton père comme ça après tout ce que nous avons fait pour toi? C'est comme ça que tu nous remercies? Quelque chose en moi est devenu froid et calme. Je n'ai rien gâché, ai-je dit doucement. J'ai répondu à une moquerie publique de la part de l'homme qui est censé être mon père. Il plaisantait. Tu as toujours été trop sensible, Elisabeth. Tu ne sais pas accepter une blague. Tu n'as jamais su. Si je suis la seule à ne pas rire, ce n'est pas une blague. C'est du harcèlement. Elle a émis un son de dégoût. Tu fais du cinéma. C'est exactement pour ça que tu as toujours été difficile. Tu sais ce qui est difficile, ai-je dit. Avoir une mère qui n'a jamais pris ma défense. Avoir des parents qui me traitent comme si j'étais inférieur parce que je ne suis pas leur fils aîné parfait. Vivre avec le message constant que rien de ce que je fais ne sera jamais assez. Nous t'avons tout donné. Vous m'avez donné des choses. Vous ne m'avez jamais donné ce dont j'avais réellement besoin. Silence à l'autre bout du fil. Je ne vais plus faire ça, ai-je dit.
Je ne vais pas continuer à avoir la même dispute où vous me manipulez pour me faire croire que mes sentiments ne sont pas valables. Je ne vais pas continuer à être l'enfant à problème dans votre histoire. Si tu tournes le dos à cette famille, ne t'attends pas à revenir en rampant quand la vie deviendra difficile. Je n'y penserai même pas, ai-je dit, et j'ai raccroché. J'ai bloqué leurs 2 numéros, je les ai bloqués sur les réseaux sociaux, j'ai bloqué l'adresse email de mon père. J'ai laissé Kevin débloquer parce qu'il avait été gentil, mais j'ai clairement indiqué que la porte de la réconciliation était de son côté à ouvrir, pas du mien à forcer. Le vol pour Seattle le lendemain matin a été comme une renaissance. Je me suis installé dans mon appartement et j'ai passé la première semaine à simplement respirer, à déballer mes affaires, à me promener lentement dans mon nouveau quartier, à m'asseoir dans des cafés en regardant la pluie et en réfléchissant à ce que signifiait être vraiment seul. Le travail a commencé, et c'était tout ce que j'avais espéré. Mon équipe était intelligente et créative. Ma patronne écoutait vraiment mes idées. Ma première campagne a été lancée 6 semaines plus tard et a dépassé les prévisions de 40%. Les gens utilisaient des mots comme brillante et innovante quand ils parlaient de mon travail. La campagne concernait une nouvelle ligne d'accessoires technologiques durables, des coques de téléphone en plastique océanique recyclé, des câbles de chargement biodégradables, des supports de tablettes en bois de récupération. Notre angle était la technologie qui redonne, et j'avais insisté pour un partenariat avec une organisation de nettoyage des océans, afin que chaque achat finance le retrait de plus de plastique de l'eau. Jennifer avait adoré l'idée immédiatement. C'est exactement le genre de choses qui intéressent nos clients, avait-elle dit, en approuvant un budget qui faisait paraître mon salaire de Hartford dérisoire. Nous avons lancé une campagne sur les réseaux sociaux avec des photos avant-après de plage, des témoignages de biologistes marins et du contenu généré par les premiers utilisateurs. L'engagement a été phénoménal, des articles dans TechCrunch et WeRead, une mention dans un podcast populaire sur la durabilité, des influenceurs nous contactant pour des partenariats. Mon équipe a organisé une fête pour célébrer dans un bar de Fremont, et je me tenais là, entouré de gens qui me félicitaient, sincèrement enthousiastes par ce que nous avions construit, et j'ai eu l'impression d'avoir enfin trouvé ma place. C'étaient des gens qui se souciaient d'avoir un impact, pas seulement de toucher un salaire et de jouer à la politique d'entreprise. Marcus était à cette fête. Il avait été engagé comme consultant pour conseiller sur les partenariats environnementaux, et nous avions eu 3 réunions ensemble avant ce soir-là. Grand, avec des cheveux noirs et bouclés et le genre de sourire qui vous donnait envie de sourire en retour. Il avait toujours été professionnel en réunion, réfléchi sur les pratiques de durabilité, clairement passionné par son travail. Au bar, légèrement ivre de succès et de bière locale, nous avons fini par parler pendant 2 heures d'affilée. Il m'a parlé de son travail pour aider les entreprises à réduire leur empreinte carbone, de son enfance à Portland, de sa randonnée sur le Pacific Crest Trail l'été après l'université. Je lui ai parlé de Seattle, de la campagne, et prudemment, de prendre un nouveau départ. Tu fuis quelque chose ou tu cours vers quelque chose, a-t-il demandé, faisant écho à Patricia de l'avion. Est-ce que ça peut être les deux? C'est toujours le cas, a-t-il dit, et il a trinqué avec moi. Nous avons commencé à sortir ensemble 3 semaines plus tard. Rien de sérieux au début, juste des rendez-vous au café et des promenades autour de Green Lake. Il m'a fait découvrir son camion de tacos préféré et la librairie d'occasion où il passait tous ses dimanches après-midi. Il était facile à vivre, me faisait rire, ne me poussait jamais à plus que ce que j'étais prêt à donner. La première fois que je lui ai parlé de ma famille, la vraie histoire, pas la version édulcorée, nous étions en randonnée sur Mailbox Peak. Un sentier brutal, presque droit en montée pendant près de 5 kilomètres. Et quelque part à mi-chemin, quand mes jambes criaient et que mes poumons brûlaient, tout est sorti d'un coup. Il a écouté sans juger, me tendant de l'eau de temps en temps, me laissant raconter toute l'histoire avant de répondre. Mon père était comme ça avec ma sœur aînée, a-t-il dit quand j'ai eu fini. Rien de ce qu'elle faisait n'était jamais assez bien. Elle est devenue médecin, et il a critiqué sa spécialité. Elle a épousé un type formidable, et papa a trouvé des défauts à sa famille. Finalement, elle a simplement arrêté d'essayer de lui plaire. Est-ce que ça s'est amélioré? Non. Il est mort en colère et amer qu'elle l'ait abandonné. Mais elle est heureuse. Elle a une vie formidable à San Diego, 3 enfants, un travail qu'elle adore. Parfois, la relation que vous sauvez en fixant des limites, c'est celle que vous avez avec vous-même. Nous nous sommes assis au sommet, mangeant des sandwichs et regardant la vallée. Et je me suis senti comprise d'une manière que je n'avais jamais connue avec les garçons que j'avais fréquentés dans le Connecticut. Ces garçons avaient été des choix sûrs,
le genre d'homme que mes parents auraient approuvé, des requins de la finance, des avocats, des types qui portaient des montres chères et parlaient de leur portefeuille. Chaque relation avait ressemblé à une audition pour un rôle que je ne voulais pas. Marcus était différent. Il portait des chemises à carreaux et des chaussures de randonnée, conduisait une Subaru cabossée couverte d'autocollants d'organisations environnementales, et se souciait plus de réduire les déchets que d'accroître sa richesse. Mon père l'aurait détesté à vue d'œil, ce qui, d'une manière ou d'une autre, me le rendait encore plus sympathique. Imaginez ça, à 23 ans, les gens pensaient que j'avais du talent. Je me suis fait des amis, de vrais amis, pas le genre du lycée qui me connaissait comme la petite sœur de Kevin et ne pouvait pas voir au-delà. J'ai rejoint un groupe de randonnée pour femmes et j'ai commencé à explorer les cascades. J'ai adopté un chat d'un refuge et je l'ai appelé Pionnier, parce que nous recommencions toutes les deux à zéro. 3 mois plus tard, Kevin a appelé. « Salut », a-t-il dit timidement. « C'est un bon moment ?»« Oui », ai-je dit, me blottissant sur mon canapé avec Pionnier qui ronronnait sur mes genoux. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Madison et moi sommes de retour de la lune de miel. Elle voulait que je t'appelle. Dis-lui merci pour le cadeau de mariage, ai-je dit. J'avais envoyé un ensemble de bols en poterie fait à la main d'un artiste local de Seattle, acheté avant que tout ne parte en vrille. Elle les adore. Elle les utilise tous les matins pour son porridge. Il a fait une pause. Elisabeth, je dois m'excuser. Pourquoi? Pour ne pas l'avoir vue. Pour n'avoir rien dit pendant toutes ces années. Madison a souligné que j'avais été essentiellement un spectateur du traitement de merde que papa t'infligeait depuis que nous étions enfants. Et elle a raison. Ma gorge s'est serrée. Kevin, non, laisse-moi finir, a-t-il dit. J'étais tellement concentré sur le fait d'être ce qu'il voulait, sur le maintien de cette image parfaite, que j'ai complètement manqué à quel point il te traitait différemment. Ou peut-être que je l'ai vu et que je ne voulais pas m'en occuper, parce que le reconnaître aurait signifié les affronter, et ça me semblait trop difficile. Il a soupiré. Le fait que tu leur aies tenu tête à mon mariage a été la chose la plus courageuse que j'ai jamais vue. Et tu avais raison sur toute la ligne. Comment vont-ils, ai-je demandé, parce que je ne pouvais pas m'en empêcher. Papa est furieux. Il pense que tu lui dois des excuses. Maman joue la victime, disant à tout le monde que tu as eu une sorte de dépression nerveuse. Ils ont réécrit toute la soirée dans leur tête, de sorte qu'ils sont les victimes. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Je leur ai dit qu'ils devaient assumer la responsabilité de la façon dont ils t'ont traité. Et papa m'a dit de ne pas m'en mêler. Maman a dit que j'étais déloyal de prendre ton parti. Je suis désolé, ai-je dit automatiquement. Ne le sois pas, a-t-il dit fermement. Madison et moi en avons parlé, et nous mettons en place certaines limites. Nous n'allons plus prétendre que leur comportement est acceptable. S'ils ne peuvent pas respecter ce que nous ressentons à ce sujet, nous limiterons le contact. La fierté a gonflé dans ma poitrine. Vraiment? Vraiment. Tu es ma sœur. Tu mérites mieux. Tu mérites toujours mieux. Nous avons parlé pendant encore 1 heure. Il m'a parlé de la lune de miel en Grèce. Je lui ai parlé du succès de ma campagne, de mon appartement et des sentiers de randonnée que j'avais découverts. C'était comme parler à un frère pour la première fois de ma vie. Viendras-tu me rendre visite? Ai-je demandé avant de raccrocher. Absolument. Peut-être au printemps. Madison meurt d'envie de voir Seattle. J'adorerais ça. Après avoir raccroché, je suis resté assise là pendant un long moment, caressant la douce fourrure de Pionnier et regardant les lumières de la ville s'allumer dehors. Mon téléphone a vibré, un texto d'un collègue me demandant si je voulais aller prendre un verre demain soir pour célébrer la victoire de la campagne. J'ai souri et j'ai répondu oui. 6 mois après le mariage, mon père a envoyé une lettre. Pas un email, une vraie lettre transmise par Kevin, car je ne leur avais pas donné ma nouvelle adresse. C'était 3 pages de justification, comment il avait toujours fait de son mieux en tant que parent, comment j'avais mal compris son sens de l'humour, comment la famille devrait pardonner et passer à autre chose, comment ma mère me manquait et que Noël ne serait pas le même sans moi. Pas un seul mot d'excuse. Pas une seule reconnaissance qu'il m'avait blessé. Le dernier paragraphe m'a tué, je sais que tu penses avoir réussi là-bas, mais le succès n'est pas seulement une question d'argent. C'est une question de caractère, d'humilité, de savoir quand admettre qu'on a eu tort. J'espère qu'un jour tu développeras ces qualités, et que nous pourrons nous réconcilier en tant qu'adultes. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai mise dans le tiroir de mon bureau et je l'ai fermée.
Certaines personnes ne vous verront jamais clairement, car elles sont trop investies dans la version de vous qui les fait se sentir supérieures. Mon père avait besoin que je sois l'enfant décevant pour que le succès de Kevin brille davantage. Il avait besoin que je sois le problème pour qu'il puisse être le parent qui souffre en silence. Je n'allais plus jouer ce rôle. 1 an après le mariage, j'ai été promue vice-présidente de la stratégie numérique. À 24 ans, la plus jeune vice-présidente de l'histoire de l'entreprise. Kevin et Madison sont venus me rendre visite ce mois-là. Nous avons fait de la randonnée à Rattlesnake Ledge, mangé des fruits de mer frais au Pike Place Market, et sommes restés éveillés tard à boire du vin sur mon nouveau balcon. Madison a posé des questions prudentes sur mes parents, et je lui ai donné des réponses honnêtes. « Est-ce qu'il te manque ?» a-t-elle demandé. J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. L'idée de me manque, ai-je finalement dit. Ce qu'ils auraient pu être s'ils avaient été des personnes différentes me manque. Mais la réalité, la relation que j'avais réellement avec eux? Non, marcher sur des œufs ou être la blague de la famille ne me manque pas. Me sentir inadéquate ne me manque pas. L'anxiété constante et de bas grade d'attendre le prochain commentaire blessant ne me manque pas, c'est logique, a dit doucement Madison. Tu sembles tellement plus légère, a ajouté Kevin. Plus toi-même. Il avait raison. J'avais l'impression d'avoir porté un sac à dos rempli de pierres toute ma vie, et que quelqu'un avait enfin coupé les bretelles. Le soulagement était indescriptible. 2 ans plus tard, ma mère a de nouveau essayé de me contacter par l'intermédiaire de Kevin. Elle voulait qu'on se voie pour un café, en terrain neutre, juste pour parler. « Qu'en penses-tu » a demandé Kevin quand il a appelé pour transmettre le message. « Est-ce que quelque chose a changé ?» Papa est toujours papa. Maman trouve toujours des excuses pour lui. Mais elle semble sincèrement triste que tu sois parti. Être triste n'est pas la même chose que de prendre ses responsabilités, ai-je dit. A-t-elle reconnu qu'il m'avait maltraité? S'est-elle excusée? A-t-elle fait autre chose que de regretter l'absence de sa fille? Silence. C'est ce que je pensais, ai-je dit doucement. Dis-lui que je ne suis pas prête. Peut-être un jour, mais pas maintenant. Il a compris. J'ai continué à construire ma vie. J'ai été de nouveau promu. J'ai commencé à voir quelqu'un de merveilleux, nommé Marcus, qui travaillait dans le conseil en environnement. J'ai voyagé en Islande, au Portugal et en Nouvelle-Zélande. J'ai publié des articles sur la stratégie de marketing numérique qui ont été repris par de grandes publications de l'industrie. J'ai acheté un condo avec vue sur l'eau. Chaque réussite était plus douce parce qu'elle était la mienne, pas quelque chose fait pour prouver un point ou gagner une approbation, mais quelque chose que je voulais pour moi-même. Parfois, je repensais à ce dîner de répétition, à mon père levant son verre et faisant cette blague sur les enfants qui prennent de la place, au moment où j'ai décidé que j'en avais assez. Cela ne m'avait pas semblé courageux à l'époque. Cela m'avait semblé être une question de survie, comme si j'avais finalement atteint le point où rester silencieuse détruirait quelque chose d'essentiel en moi. Mais avec le recul, peut-être que c'était courageux. Peut-être que refuser d'accepter d'être diminué, se lever devant tout le monde et dire ça suffit, peut-être que cela demandait un courage que je ne savais pas que je possédais. Kevin m'a envoyé une photo à Noël dernier, lui et Madison avec leur fille nouveau-née, Emma. Il m'avait choisi comme marraine sans demander l'avis de mes parents. Sur la photo, Emma portait un body qui disait « Seattle ou rien ». Elle a besoin d'une tante féroce, a texté Kevin. Quelqu'un qui lui apprendra à se défendre. Quelqu'un qui lui montrera qu'il est acceptable de s'éloigner des gens qui ne voient pas sa valeur. J'ai pleuré en regardant cette photo. Des larmes de joie cette fois. Mon père ne s'est jamais excusé. Ma mère envoyait des textos occasionnels par l'intermédiaire de Kevin, demandant des nouvelles de ma vie, mais ils étaient superficiels, sans profondeur, sans réel intérêt pour ce que j'étais devenu. Juste pour cocher des cases, maintenir l'apparence d'essayer. J'ai fait la paix avec ça. Certaines relations ne peuvent pas être sauvées parce qu'une des parties refuse de reconnaître les dommages causés. Vous ne pouvez pas reconstruire la confiance avec des gens qui insistent sur le fait que rien n'a jamais été brisé. 3 ans après ce dîner de répétition, je suis assise dans mon bureau avec vue sur Elliott Bay, préparant une présentation au conseil d'administration qui pourrait faire ou défaire une relation client majeure. Mon équipe est brillante. Ma réputation est solide. Ma vie est pleine de gens qui me respectent, me mettent au défi, me soutiennent. De temps en temps, je pense à ce que mon père a dit, sur certains enfants qui vous rendent fiers et d'autres qui prennent de la place.
Il avait tort. Je n'ai jamais pris de la place. Je l'ai rempli d'ambition, de créativité, de résilience et d'un refus obstiné d'être ce qu'il voulait que je sois au lieu de qui j'étais réellement. La différence est tout. Marcus et moi parlons de nous marier. Pionnier a un frère maintenant, un rescapé nommé Summit. Emma a 2 ans et m'appelle en FaceTime chaque semaine pour me montrer ses dessins. Kevin et Madison prévoient de déménager à Portland l'année prochaine, à 3 heures de route au lieu de milliers de kilomètres. Ma vie est belle. Mieux que belle. C'est la mienne. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de vous éloigner des gens qui vous font vous sentir petit et de construire quelque chose de magnifique dans l'espace qu'ils n'occupent plus. J'ai levé mon propre verre cette nuit-là, à des milliers de kilomètres des gens qui ne pouvaient pas me voir, et j'ai porté un toast à la vie que j'étais sur le point de créer. Chaque jour depuis a été la preuve que j'ai fait le bon choix. Dans les années qui ont suivi, j'ai appris que la guérison n'est pas un seul moment. C'est un millier de petits moments enchaînés. C'est le premier matin où vous vous réveillez et réalisez que vous n'avez pas pensé à eux. C'est rire avec des amis autour d'un brunch et se surprendre à se sentir léger. C'est entrer dans une réunion où les gens apprécient vos idées et, pour une fois, ne pas entendre leur voix critique dans votre tête. C'est se pardonner d'être resté trop longtemps, d'avoir cru que l'on pouvait gagner un amour qui aurait dû être inconditionnel. Jennifer m'a dit un jour lors d'un entretien individuel, vous vous comportez comme quelqu'un qui a survécu à quelque chose. J'ai souri et j'ai dit, c'est le cas. Elle n'a pas insisté. Elle n'en avait pas besoin. Elle me voyait pour qui j'étais, pas d'où je venais. C'est ce que Seattle m'avait donné, des gens qui ne me définissaient pas par les opinions de ma famille, qui m'acceptaient tel que j'étais, qui m'ont fait croire que je pouvais recommencer à zéro sans m'excuser. Marcus l'a compris aussi. Nous étions ensemble depuis près de 2 ans quand il m'a demandé en mariage. Ce n'était pas un grand geste dramatique, pas de flash mob ni de restaurant chic. Nous étions en randonnée, notre sentier habituel du dimanche, Pionnier blotti dans un sac à dos porte-bébé que Marcus avait bricolé juste pour elle. Le ciel était zébré de rose et d'or, l'air vif de pin. Au sommet, surplombant l'eau, il a sorti une petite boîte en bois de sa poche. Elisabeth, a-t-il dit, sa voix stable et chaleureuse, je sais que tu as construit une vie qui ne dépend de personne d'autre, et c'est l'une des choses que j'aime le plus chez toi. Mais je serais honoré si tu me laissais faire partie de cette vie à partir de maintenant. Je n'ai pas pleuré tout de suite. J'ai juste souri, car pour la première fois de ma vie, quelqu'un m'offrait un partenariat. Pas une validation, pas un sauvetage, pas une approbation. Un partenariat. Oui, ai-je dit simplement, et il a ri, enfilant la bague à mon doigt avant de m'embrasser. Nous avons eu un petit mariage 1 an plus tard, juste 40 personnes présentes dans une serre remplie de guirlandes lumineuses et de fleurs sauvages. Kevin m'a accompagné jusqu'à l'hôtel. Madison se tenait à mes côtés, rayonnante, tenant la main d'Emma. Il n'y a pas eu de grand toast sur les accomplissements, pas de pic subtil déguisé en humour, pas de compétition, juste de la joie. Quand ce fut mon tour de porter un toast, j'ai levé mon verre et j'ai regardé autour de moi les personnes que j'avais choisies et qui m'avaient choisi en retour. À la croissance, ai-je dit. À l'amour qui construit au lieu de briser, et à chaque version de nous-mêmes qui a dû s'effondrer avant que celle-ci puisse exister. Il y a eu des larmes, de bonnes, des larmes purificatrices. Plus tard dans la nuit, sous les guirlandes lumineuses, Marcus m'a entraîné dans une danse lente. Tu sais, a-t-il murmuré, ton père avait tort. À propos de quoi? Tu ne prends pas de place. Tu fais de la place pour les autres, pour toi-même, pour un monde meilleur. J'ai souri, posant ma tête contre sa poitrine. C'est la plus belle chose que l'on m'ait jamais dite. C'est là que j'ai réalisé le chemin que j'avais parcouru depuis ce dîner de répétition. À l'époque, j'avais pensé que tenir tête à mon père était le point culminant de mon histoire, le grand acte de défi déterminant. Mais ce n'était pas le cas. La véritable histoire, c'était tout ce qui était venu après, la reconstruction tranquille, les petits choix, les moments ordinaires où j'ai choisi la paix plutôt que le chaos, l'honnêteté plutôt que le faux-semblant, l'amour plutôt que la peur. Parfois, j'étais encore triste. Le deuil n'est pas linéaire. Il y avait des anniversaires où je me demandais si mes parents pensaient à moi, des Noëls où j'attendais à moitié des excuses qui ne venaient jamais. Mais ces sentiments ne me consumaient plus. C'étaient des échos, pas des encres. Quelques années plus tard, j'ai été invité à prendre la parole lors d'un sommet sur le leadership des femmes dans la tech. Mon discours s'intitulait de redéfinir le succès, dirigé sans permission.
J'ai dit au public que parfois, le succès ne consiste pas à gravir des échelons, mais à construire entièrement sa propre structure. Que parfois, la chose la plus révolutionnaire que vous puissiez faire est d'arrêter d'attendre que les gens soient fiers de vous et de commencer à être fiers de vous-même. Après, une jeune femme est venue me voir, les larmes aux yeux. Mon père ressemble beaucoup au vôtre, a-t-elle dit. Entendre votre histoire me fait penser que c'est peut-être normal d'arrêter d'essayer. Ce n'est pas seulement normal, lui ai-je dit. C'est nécessaire. Elle m'a serré dans ses bras, et j'ai pensé à Patricia, la femme de l'avion, et à la façon dont ses paroles avaient changé ma vie ce jour-là. Peut-être que maintenant, je pouvais être cette voix pour quelqu'un d'autre. Des années plus tard, quand Kevin et Madison ont finalement déménagé à Portland, ils ont amené Emma en visite. Elle a couru dans mon condo, poussant des cris de joie, poursuivant Summit avec un jouet en plume, tandis que Kevin se tenait près de la fenêtre à regarder la pluie. Elle va grandir en sachant qu'elle est suffisante, a-t-il dit doucement. Elle le sait déjà, ai-je souri. Regarde-la. Il m'a regardé. Tu sais, avant, je pensais que tu t'enfuyais. C'était le cas, ai-je dit. Mais pas de qui j'étais avant. Il a hoché la tête, compréhensif. Cette nuit-là, après leur départ, je me suis assise sur le balcon, regardant les lumières de la ville scintiller sur l'eau. J'ai pensé à toutes les versions de moi-même qui avaient existé, la fille effrayée, désespérée d'approbation, la femme rebelle au mariage, la courageuse qui montait dans l'avion, la bâtisseuse, l'amante, la leader. Chacune d'elles avait été nécessaire. Chacune d'elles m'avait amené ici. L'horizon de Seattle clignotait dans l'obscurité. Quelque part en bas, je pouvais entendre des rires provenant d'un bar sur un toit voisin, un chien qui aboyait, le bourdonnement de la vie qui avançait. J'ai levé un verre de vin rouge vers le ciel nocturne. À ceux qui ne m'ont jamais vu, ai-je murmuré. Et à celle qui l'a enfin fait, moi. Le vent a emporté les mots, doux et certains. Et pour la première fois, je n'avais besoin de personne pour trinquer en retour.